Le ciel de Paris était une toile d'encre parsemée de diamants, mais aucune étoile ne brillait autant que les lumières de la ville qui s'étendaient à perte de vue depuis le rooftop luxueux. Était une soirée de gala où l'opulence se mesurait au poids des bijoux et à la rareté du champagne servi. Des lustres en cristal pendaient comme des fruits de lumière, projetant des éclats dansants sur les visages des invités qui échangeaient des sourires calculés et des promesses commerciales. La musique lounge, sophistiquée et discrète, servait de bande-son à ce théâtre de la réussite, où chaque conversation était une transaction et chaque poignée de main un contrat potentiel. Pourtant, sous le vernis du succès et le éclat des flashs, un vide palpable flottait dans l'air, une solitude partagée mais jamais avouée par cette élite qui avait tout, sauf peut-être l'essentiel. Au milieu de ce tourbillon de superficialité se tenait Alexandre Chevalier, un homme qui incarnait ce monde mieux que quiconque. À 38 ans, ce magnat de l'automobile de luxe était le roi incontesté de son domaine. Son costume sur mesure, d'une coupe impeccable, et sa montre d'une valeur inestimable, ne étaient que les attributs extérieurs de son pouvoir. Il maintenait une posture de contrôle absolu, un masque de froideur qui décourageait toute familiarité. Cependant, si l'on regardait attentivement, on pouvait déceler dans son regard une lassitude profonde, un ennui qui trahissait le vide de son existence. Il observait la scène sans vraiment la voir, les rires et les discussions ne parvenant pas à percer la bulle de son isolement. Entouré d'une foule d'admirateurs et de prétendus amis, il n'avait jamais été aussi profondément seul. C'est alors qu'il la vit. Dans un coin de la terrasse, loin des groupes les plus bruyants, se tenait une jeune femme qui semblait être d'une autre essence. Chloé ne portait ni diamants ostentatoires, ni robe extravagante, mais sa simple élégance et sa beauté naturelle la faisaient ressortir comme une fleur sauvage dans un jardin méticuleusement entretenu. Ses longs cheveux bruns encadraient un visage aux traits délicats, mais ces étaient de ses yeux qui capturèrent Alexandre. Immense et d'un vert profond, il brillait d'une lumière douce, mais portait aussi une ombre de préoccupation, une mélancolie qui contrastait violemment avec l'insouciance ambiante. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et pour Alexandre, le temps s'arrêta. Le bruit de la fête, les conversations futiles, tout s'estompa pour ne laisser place qu'à l'intensité de ce contact silencieux. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il traversa la terrasse, ignorant les salutations sur son passage, son attention entièrement fixée sur elle. La conversation qui s'ensuivit fut d'une simplicité désarmante. Pas de questions sur leurs carrières respectives, pas de noms jetés en pâture pour s'évaluer mutuellement. Ils parlèrent du ciel, de la musique, de cette sensation étrange d'être un étranger au milieu d'une fête. Pour la première fois depuis des années, Alexandre ne jouait pas un rôle. Il était simplement un homme, captivé par une femme dont la présence semblait dissiper son cynisme. Il ressentit une connexion instantanée, une évidence foudroyante qui ébranla toutes ses certitudes. Pour lui, était le coup de foudre, la preuve inespérée que quelque chose de vrai pouvait encore exister. Pour elle, était le début d'un plan désespéré, un pari où la survie se mêlait dangereusement à un sentiment naissant. Leur histoire d'amour fut un tourbillon, une course effrénée loin de la solitude qui les avait définis. Alexandre, affamé de cette authenticité qu'il avait cessé de croire possible, se jeta corps et âme dans cette relation. Il orchestra des rendez-vous qui ressemblaient à des scènes de film, des dîners privés dans des musées après la fermeture, des vols en hélicoptère au-dessus des châteaux de la Loire, des escapades impromptues à Venise. Pourtant, au milieu de ce luxe ostentatoire, leurs moments les plus précieux étaient les plus simples. Une promenade silencieuse le long de la Seine, une conversation à bâtons rompus dans un petit café de Montmartre. Pour la première fois, Alexandre ne se sentait pas obligé de jouer le rôle du magnate. Avec Chloé, il était simplement Alexandre, un homme qui redécouvrait la capacité de son propre cœur à ressentir. Et il était terrifié et exalté à la fois.
Pour Chloé, chaque geste d'Alexandre était une vague qui la submergeait, un mélange complexe de gratitude et de culpabilité écrasante. Chaque cadeau somptueux, chaque mot tendre était à la fois un pas de plus vers le salut de son fils et un poids supplémentaire sur sa conscience. Quand elle rentrait le soir dans son petit appartement modeste du 19e arrondissement, le contraste était saisissant. Le parfum de son parfum cher se mêlait à l'odeur de désinfectant de l'hôpital. Sur sa table de chevet, à côté d'une pile de factures médicales, se trouvait la photo de Léo, son petit garçon de 5 ans, au sourire fragile. Son regard tombait sur ce visage innocent et son cœur se serrait. Elle se répétait que C était pour lui, que chaque mensonge était une brique pour construire son avenir. Mais cette justification ne parvenait jamais à apaiser le tourment qui la rongeait de l'intérieur. Le cercle social d'Alexandre observa cette nouvelle idylle avec un cynisme à peine voilé. Pour ces hommes et ces femmes habitués aux unions stratégiques et aux relations transactionnelles, l'amour fulgurant de leur ami pour une inconnue sans nom ni fortune était au mieux une naïveté, au pire une folie. Lors d'un dîner au Bristol, un de ses plus anciens associés, Philippe, lui glissa à l'oreille une remarque acerbe sur les jolies filles qui savent ce qu'elles veulent. Alexandre sentit une colère froide monter en lui. Il défendit Chloé avec une férocité qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il voyait dans leurs avertissements le reflet de leur propre vide, de leur incapacité à concevoir une relation qui ne soit pas basée sur le calcul. Cet ostracisme subtil ne fit que renforcer sa conviction. Son amour pour Chloé était une forteresse qu'il devait protéger du monde extérieur. Moins de 3 mois après leur rencontre, sur la terrasse d'une villa surplombant la Méditerranée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Alexandre posa un genou à terre. La décision était impulsive, irrationnelle, mais elle lui semblait être la seule chose logique à faire. Il était convaincu d'avoir trouvé en Chloé non seulement l'amour, mais aussi sa rédemption, l'antidote à des années de cynisme. En lui présentant une bague ornée d'un diamant éblouissant, il ne lui offrait pas seulement un bijou, mais la promesse d'une vie entière. Les larmes qui coulèrent sur les joues de Chloé lorsqu'elle accepta n'étaient pas seulement des larmes de joie. C'était un torrent d'émotions contradictoires. Le soulagement de voir la porte du secours s'ouvrir pour son fils, la peur panique d'être découverte, et un amour naissant et sincère pour cet homme qu'elle était en train de tromper. Leur mariage fut célébré dans l'intimité d'un château en Bourgogne, loin des regards indiscrets de la presse et de la haute société parisienne. Alexandre avait voulu que ce moment n'appartienne qu'à eux. Entourés d'un parterre de fleurs blanches, ils échangèrent leurs vœux. Quand Alexandre prononça les siens, sa voix était ferme, remplie d'une certitude et d'une tendresse nouvelle. Il lui promit protection, loyauté et un amour inconditionnel. Lorsque vint le tour de Chloé, sa voix trembla. Elle parla d'espoir, de seconde chance, de la lumière qu'il avait apportée dans sa vie. Chaque mot était vrai, mais il était aussi l'ombre d'une vérité plus grande et plus sombre qu'elle taisait. Alexandre, aveuglé par son propre bonheur, vit dans ses yeux embués de larmes la preuve de son amour dévoué, sans y déceler la profonde tristesse qui s'y cachait. La lune de miel aux Maldives était la concrétisation d'un fantasme. Une villa sur pilotis, des eaux turquoises à perte de vue, un silence seulement rompu par le clapotis des vagues. Pendant plusieurs jours, ils vécurent dans une bulle idyllique, coupés du monde. Alexandre n'avait jamais été aussi détendu, aussi heureux. Il abandonna ses costumes pour des chemises en lin, laissa son téléphone éteint dans un tiroir. Il passait ses journées à nager avec Chloé, à explorer les fonds marins, à parler de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Il se sentait enfin complet, comme si la pièce manquante de son existence venait de se mettre en place. Pour lui, ce paradis N n'était pas seulement un lieu, était l'état de son âme. Il avait baissé sa garde, totalement et irrévocablement, persuadé que rien ne pourrait jamais briser cette perfection. Le soir où tout bascula, une pluie tropicale tambourinait doucement sur le toit de leur bungalow. Ils étaient allongés sur la terrasse, observant les éclairs lointains zébrer le ciel nocturne. C'est alors que Chloé,
incapable de supporter plus longtemps le poids de son secret, s'effondra. Les sanglots la secouèrent violemment, des sanglots qui venaient des profondeurs de son être. D'une voix brisée, elle lui raconta tout. L'ex-compagnon violent, la fuite, la solitude, et puis Léo. Elle lui parla de la maladie rare de son fils, des traitements hors de prix, du désespoir qui l'avait poussé à se rendre à ce gala, dans l'unique but de trouver quelqu'un qui pourrait les sauver. Chaque mot était une lame qui déchirait le voile de l'illusion. Le visage d'Alexandre se figea, passant de l'incompréhension à une stupeur glaciale, puis à une fureur contenue qui fit trembler l'air autour d'eux. La trahison était totale, absolue. Le silence qui suivit sa confession fut plus violent que n'importe quel cri. Alexandre se leva, le corps raide de colère et d'humiliation. Son masque de froideur, celui qu'il n'avait pas porté depuis des mois, était de retour, plus impénétrable que jamais. Il la regarda comme si elle était une étrangère, une ennemie. Le coup de foudre, la connexion unique, tout cela n'était qu'une mise en scène, une manipulation parfaitement exécutée. Il se sentait stupide, floué, un pion dans le jeu désespéré d'une femme. Il lui tourna le dos et rentra dans la villa, la laissant seule sous la pluie avec les débris de leur bonheur. Le paradis était transformé en enfer. C'est dans ces moments de douleur pure qu'on se sent le plus seul au monde. Et si vous avez déjà ressenti une telle trahison, songez à vous abonner pour que des histoires de résilience comme celle-ci continuent de trouver une voie. Le lendemain matin, il prit le premier hydravion pour Malais, sans un mot, la laissant derrière lui. De retour à Paris, il se plongea dans le travail avec une frénésie destructrice, cherchant dans les chiffres et les contrats un refuge contre le chaos de ses émotions. Mais l'image de Chloé en larmes et le nom de cet enfant inconnu, Léo, le hantaient. Son esprit était un champ de bataille. D'un côté, son orgueil blessé hurlait vengeance, le pressant d'annuler ce mariage frauduleux et d'effacer cette femme de sa vie. De l'autre, une petite voix tenace lui rappelait la douceur de son rire, la sincérité dans son regard lors de leurs conversations nocturnes, et cette connexion qu'il avait ressentie si profondément. Était-il possible que tout ait été un mensonge? Ou la vérité était-elle plus compliquée, un mélange déchirant d'amour et de désespoir? L'histoire de Chloé était celle d'un combat incessant. Après avoir fui un conjoint abusif avec son bébé dans les bras, elle était retrouvée seule à Paris, sans soutien ni ressources. Elle enchaînait les petits boulots, dormant à peine, chaque euro économisé allant aux soins de Léo. Le diagnostic tomba comme un coup près. Une maladie cardiaque congénitale rare, nécessitant une série d'opérations complexes et un traitement à vie, dont une partie n'était pas prise en charge par la sécurité sociale. Elle avait vu son fils, si petit et si fragile, lutter pour chaque respiration dans un lit d'hôpital. Elle avait supplié les médecins, rempli des dossiers d'aide sans fin, pour se heurter à la lenteur administrative et à l'indifférence. C'est dans le silence de ces nuits blanches, au chevet de son enfant, que l'idée désespérée de trouver un sauveur avait germé. La nouvelle de leur séparation se répandit comme une traînée de poudre dans le microcosme parisien. Les amis d'Alexandre, qui l'avaient mis en garde, ne se privèrent pas de lui rappeler leurs prédictions. On te l'avait bien dit. Était évident que était une croqueuse de diamants. Tu t'en sors bien, annule tout avant qu'elle ne te ruine. Chaque commentaire était un coup de poignard dans son orgueil déjà à vif. Cette pression extérieure le confortait dans sa colère, lui donnant une justification pour sa froideur. Il était la victime, elle était la coupable. Était simple, était clair. Pourtant, au fond de lui, ce récit ne le satisfaisait pas. Il sentait qu'en se cramponnant à sa rage, il passait peut-être à côté d'une vérité plus essentielle. Parfois, le chemin le plus difficile est celui qui va à l'encontre de ce que tout le monde attend de vous. Et nous avons besoin de votre soutien pour continuer à raconter ces parcours courageux. Alors qu'il était sur le point de contacter ses avocats pour lancer la procédure d'annulation, son téléphone personnel sonna. Était un numéro inconnu. Il décrocha, prêt à congédier un démarcheur.
Mais la voix à l'autre bout du fil était celle de Chloé, à peine reconnaissable, brisée par la panique. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas. Elle lui annonça simplement, d'un ton factuel et terrifié, que Léo venait d'être admis en soins intensifs. Son état S était brutalement dégradé, et les médecins parlaient d'une intervention d'urgence, la dernière chance. Elle ne demandait rien, ni argent, ni aide. Peut-être n'appelait-elle que parce qu'il était la seule personne au monde à connaître son secret, et que le poids de cette nouvelle était trop lourd à porter seul. Cet appel suspendit le temps. Ce henné était plus une question d'orgueil ou de trahison, mais de la vie d'un enfant. Sans un mot de plus, Alexandre raccrocha et se dirigea vers sa voiture. Il ne réfléchissait plus, il agissait. La colère, l'humiliation, la trahison. Tout cela s'était évaporé, pour ne laisser place qu'à une urgence glaciale. En traversant Paris à une vitesse déraisonnable, les lumières de la ville N étaient plus pour lui le décor de sa réussite, mais un flou indistinct sur le chemin d'un hôpital anonyme. Il arriva dans le service de pédiatrie, un univers aseptisé et silencieux qui contrastait violemment avec son monde de luxe et de pouvoir. Il la vit au bout d'un couloir, recroquevillé sur une chaise en plastique, le visage blême, les yeux fixés sur la porte d'une chambre. À cet instant, il ne vit plus la femme qui l'avait trompé, mais une mère au bord du gouffre, seule face à la peur la plus primitive qui soit. Son cœur, qu'il croyait de pierre, se serra d'une douleur inattendue. Alors qu'il s'approchait d'elle, une silhouette masculine surgit, agressive et bruyante. C était Vincent, l'ex-compagnon de Chloé, l'ombre de son passé qu'elle avait tant cherché à fuir. Il gesticulait, la voix forte, accusant Chloé de lui avoir caché son fils et de s'être vendu à un homme riche. Il criait qu'il ne signerait aucune autorisation pour l'opération tant qu'il n'aurait pas sa part, transformant le couloir de l'hôpital en une scène de chantage sordide. Le personnel soignant tentait de le calmer, mais il était hors de contrôle, savourant le pouvoir que lui donnait soudainement cette situation tragique. Chloé, pétrifiée, semblait incapable de bouger, emprisonnée par la terreur de voir l'homme qui avait déjà brisé sa vie revenir pour détruire la dernière chance de son fils. Alexandre s'interposa, se plaçant physiquement entre Vincent et Chloé. Il ne haussa pas la voix. Au contraire, il parla d'un ton bas, presque conversationnel, mais chargé d'une autorité si absolue qu'elle coupa court aux vociférations de l'autre homme. Il le regarda, non pas avec colère, mais avec un mépris si profond qu'il le réduisait à néant. Il n'y avait plus aucune trace du milliardaire à l'ego blessé. À sa place se tenait un homme qui avait pris une décision irrévocable. Il n'était plus question de lui, de son orgueil ou de la façon dont cette histoire avait commencé. La seule chose qui importait était la vie qui vacillait derrière la porte des soins intensifs et la femme tremblante qu'il devait protéger. Son choix était fait, et il était total. Ignorant complètement Vincent comme s'il avait cessé d'exister, Alexandre se tourna vers Chloé. Il prit délicatement son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Il voulait qu'elle voie la certitude qui l'habitait, qu'elle comprenne que son combat solitaire était terminé. Sa voix était douce, mais chaque mot pesait le poids d'un serment. « Il n'est plus ton problème », dit-il en faisant un léger signe de tête en direction de Vincent. « Léo est notre fils, et je vais prendre soin de notre famille. » Puis, sans attendre de réponse, il se dirigea vers le bureau des admissions. D'une main ferme, il signa tous les documents nécessaires, engageant sa fortune et son nom, prenant l'entière responsabilité légale et financière de l'enfant. Son paraphe N n'était pas un simple acte administratif. C était la fondation d'une nouvelle vie. Le silence qui suivit fut total. Vincent, dépossédé de son unique levier de chantage, resta figé une seconde avant que des agents de sécurité, alertés par le personnel, ne l'escortent discrètement vers la sortie. Il partit sans un mot, sa menace réduite en poussière par un simple trait de stylo.
Chloé, elle, regardait Alexandre, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mais ce haine était plus des larmes de peur ou de culpabilité. Était un flot de soulagement, de gratitude et d'un amour si immense qu'il semblait pouvoir guérir toutes les blessures. Sous les néons blafards de l'hôpital, loin des fastes de leur rencontre, leur histoire venait de véritablement commencer. Ce haine était plus un conte de fées basé sur une illusion, mais une promesse forgée dans l'épreuve, un engagement inébranlable à construire une famille sur les ruines d'un mensonge. L'opération de Léo fut un succès retentissant, une victoire de la science et de la persévérance qui se célébra non pas avec du champagne, mais dans le silence ému d'une chambre d'hôpital. Durant les longues journées de convalescence, Alexandre ne quitta jamais le chevet de l'enfant ni le côté de Chloé. Il apprit les noms des infirmières, les horaires des traitements, les subtilités des machines qui veillaient sur le petit garçon. Dans cet univers aseptisé, loin du faste de son ancienne vie, il découvrit une forme de richesse qu'il n'avait jamais connue. Il n'y avait plus de mensonges entre eux, seulement la vérité brute de leur situation. Une mère qui avait tout risqué, un homme qui avait tout à apprendre sur l'amour, et un enfant qui les unissait par le fil fragile et incroyablement solide de sa propre vie. Leur amour n'était plus un coup de foudre, était une construction patiente, érigée brique par brique dans les couloirs d'un hôpital. Quelques mois plus tard, une fois Léo complètement rétabli, Alexandre accomplit l'acte le plus significatif de sa vie. Il n'organisa pas une fête somptueuse ni ne fit de déclaration à la presse. Il se rendit simplement au tribunal et adopta officiellement Léo, lui donnant son nom. Le petit garçon devint Léo Chevalier, non par le sang, mais par un choix conscient et profond. Inspiré par leur épreuve, Alexandre utilisa ensuite sa fortune et son influence pour créer la Fondation Chevalier, une organisation dédiée à financer les traitements coûteux pour les enfants atteints de maladies rares et à offrir un soutien juridique et matériel aux mères célibataires en situation de précarité. Il ne cherchait ni la reconnaissance ni les honneurs. Sa seule motivation était le souvenir de la terreur dans les yeux de Chloé, et la promesse silencieuse qu'il était faite de transformer cette peur en espoir pour d'autres. Leur vie changea radicalement, mais pas de la manière que la société parisienne aurait pu imaginer. Ils quittèrent le somptueux appartement d'Alexandre pour une grande maison avec un jardin en banlieue, un lieu où les rires d'un enfant pouvaient résonner librement. Alexandre vendit une partie de son empire automobile, déléguant les responsabilités qui le tenaient autrefois éloigné de l'essentiel. Il troqua ses costumes impeccables contre des tenues plus décontractées, ses soirées de gala contre des dîners en famille et des histoires lues au coin du feu. Chloé, enfin libérée du poids de son passé et de ses angoisses, épanouie. Elle devint une partenaire active dans la gestion de la fondation, sa propre expérience lui conférant une compassion et une compréhension inestimables. Ensemble, ils découvrirent que le véritable luxe n'était pas dans l'opulence, mais dans la simplicité d'un quotidien partagé et la certitude d'être là l'un pour l'autre. 5 ans plus tard, par un après-midi ensoleillé, la famille se promenait dans le jardin du Luxembourg. Léo, devenu un petit garçon de 10 ans plein d'énergie et de vie, courait devant eux, poursuivant un ballon rouge. Alexandre et Chloé le regardaient, leurs mains enlacées, un sourire serein sur leur visage. Leur parcours avait été semé d'embûches, de mensonges et de douleurs, mais il les avait conduits à une vérité plus profonde. Alors qu'ils s'asseyaient sur un banc, Alexandre remarqua une jeune femme seule, le regard perdu, tenant fermement des papiers froissés. Il échangea un regard avec Chloé, un regard qui n'avait pas besoin de mots. Il se leva et s'approcha doucement, lui tendant une carte de la Fondation. Leur histoire nous enseigne que même dans les plus grandes épreuves, un geste de compassion peut tout changer. Si ce récit a trouvé un écho en vous, votre soutien nous est précieux pour continuer à faire vivre ces témoignages de résilience et d'humanité.